Christian, bonjour. Bonjour. Alors vous avez relevé 4 points qui, selon vous, sont essentiels pour n'importe quel investisseur sur les marchés financiers. Vous dites qu'il faut aujourd'hui regarder derrière les indicateurs macro globaux et voir ce qu'il y a derrière, ça c'est le premier point. Oublier les politiques monétaires et se focaliser davantage sur les politiques budgétaires. Oublier la déflation, le vrai débat c'est l'inflation ou pas. Et enfin, oublier définitivement le monde d'avant Covid-19. Et on verra bien sûr à quelle allocation, selon vous, ça aboutit. Alors, j'aimerais qu'on s'attarde d'abord sur le premier point. Vous dites, il faut regarder derrière les indicateurs macro globaux. Ceux-ci sont plutôt rassurants. Ça veut dire qu'il y a matière à s'inquiéter ou pas ? Oui, parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on avait fermé l'économie, on le réouvre, donc à ce moment-là, naturellement, l'activité reprend. Donc on a l'impression que ça y est, c'est reparti, la croissance est là, on voit même le taux de chômage baisser rapidement, il avait monté artificiellement, mais là, il baisse d'un seul coup brutalement. Et donc on a le sentiment qu'on est en plein boom, qu'on redémarre très rapidement. Et c'est là où, attention, parce que dans nos indicateurs macro, on n'a pas tout. Alors, j'aimerais vous montrer le graphique suivant, c'est celui des prévisions de l'OCDE. On voit les prévisions datant de novembre 2019. On espérait alors une progression assez rectiligne. Et puis, la crise est passée et on voit en rouge les prévisions actuelles. Ces prévisions actuelles sont des prévisions médianes. Maintenant, si on établit en pointillé l'écart entre les prévisions les moins favorables et les plus favorables, on voit qu'il y a une différence assez considérable. De votre côté, vous penchez donc pour le scénario le moins favorable. Oui, parce que, alors juste, quand on voit ces deux scénarios, ça peut paraître le grosseur du trait, mais c'est pas si anecdotique que ça. Parce que dans le scénario le plus optimiste, on a effacé la crise dans un an, même au début de l'année prochaine. Et dans le scénario le plus négatif, on voit qu'on n'est pas du tout, on n'a pas repris et on reste sur des niveaux d'activité bien plus bas. Donc la vraie question aujourd'hui, c'est dans quel extrême on est entre les deux. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le vrai risque aujourd'hui, c'est qu'on soit plutôt vers le bas, à mon avis, et qu'on voit derrière qu'on a du mal à retrouver le niveau d'activité avant cette pandémie. Mais qu'est-ce qui vous fait dire ça? Parce qu'on a tout de même des créations d'emplois assez importantes, notamment aux États-Unis. Donc on se dit, on a une reprise, malgré tout, même si elle correspond à une reprise technique. Alors j'aime pas le mot création d'emploi, c'est pas des vraies créations d'emploi ce qu'on a aujourd'hui. Ce sont des gens qui reviennent sur le marché du travail, c'est-à-dire des gens qui étaient enfermés chez eux, donc ils sont sortis des statistiques de l'emploi, ils n'ont pas reçu de feuille de paye, c'est comme ça qu'on comptabilise l'emploi aux États-Unis, donc ils sont sortis du marché du travail, et puis derrière on les laisse sortir, donc ils reviennent à leur poste, et là ça, entre guillemets c'est une création d'emploi, mais c'est pas une vraie création d'emploi, parce que derrière ça, il y a peut-être des gens qui ont perdu définitivement leur emploi, et ça c'est pas comptabilisé, c'est pas visible encore, parce que là on a des millions d'Américains qui sont revenus à leur poste de travail, mais ça masque peut-être des Américains qui ont perdu définitivement leur emploi. Alors vous dites que ce n'est pas visible, mais vous nous avez apporté un graphique qui montre que si les pertes d'emploi temporaires diminuent aux États-Unis, les pertes d'emploi définitives, elles, progressent rapidement. Oui, c'est-à-dire que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on parle de création d'emploi, ce sont ces gens-là qui ont perdu temporairement l'emploi, qui reviennent sur le marché du travail. Donc on a entre guillemets une très forte hausse du nombre d'emplois, de nombre de gens en activité. Mais quand les deux courbes vont se croiser et qu'on va avoir plus de gens qui vont peut-être dire j'ai perdu définitivement mon emploi, et puis que ceux qui avaient perdu temporairement leur emploi ont repris leur activité, là on va avoir des destructions d'emplois. Donc ça veut dire que l'impact réel de cette crise, elle sera visible sur nos indicateurs globaux que dans plusieurs mois lorsqu'on aura finalement comptabilisé, qu'on aura fini l'aspect reprise technique de l'activité et qu'on commencera à comptabiliser réellement les gens qui ont perdu définitivement leur emploi. Alors, ces chiffres de perte d'emploi ne semblent pas devoir être pris à la légère puisque, selon vous, ils sont un indicateur avancé des faillites à venir. Nous avons un autre graphique à l'écran qui met en rapport aux États-Unis les personnes ayant perdu définitivement leur emploi et les entreprises en chapitre 11, c'est-à-dire en faillite. Les faillites sont en décalé sur ce graphique, elles sont retardées d'un trimestre. Le redressement très visible des pertes d'emploi dernièrement présage donc pour vous une hausse sensible des faillites. Oui, parce que c'est assez logique. C'est-à-dire qu'avant de fermer mon entreprise, je vais licencier mon personnel. Et ça rentre tout de suite dans les chiffres du chômage. Mon personnel va tout de suite aller s'inscrire au chômage. Et donc ça, je vais le voir immédiatement dans les statistiques. Par contre, le temps que je mette ma société en liquidation ou alors que je me mette auprès des tribunaux, et ça, il faut plusieurs mois. Donc c'est vraiment un indicateur avancé de ce qui va se passer. Donc derrière ce chiffre de hausse d'emploi, il y a quand même derrière des entreprises qui vont fermer, qui sont en train de fermer.
De hausse de perte d'emploi, je vous reprends. Oui, de gens qui perdent définitivement leur emploi. On a quand même derrière des entreprises qui vont définitivement fermer et puis derrière un impact économique parce que quand une entreprise ferme, c'est moins de consommation électrique, c'est forcément des défauts sur les crédits. Donc tout ça, toutes ces créances douteuses, tous ces éléments-là, ils sont à venir. Ils ne sont pas encore visibles, mais on commence à en avoir un petit aperçu au travers de ces personnes qui nous disent avoir perdu définitivement leur emploi. Et on a également des indicateurs concernant les fermetures d'entreprises et notamment un indicateur qui est fourni par Yelp, la plateforme qui agrège les avis sur les commerces locaux. Elle recense les fermetures d'activités aux États-Unis en distinguant les fermetures temporaires des fermetures définitives. Selon ce graphique, qui date de septembre, on voit que les fermetures définitives l'emportent très largement sur les fermetures temporaires et que la dynamique est plutôt aux fermetures définitives. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que ce graphique-là, je pense qu'il résume bien la limite de nos indicateurs macro. Parce que nous, on a la courbe totale. Alors donc, on a ces espèces de V qui se dessinent et on se dit tout va bien, l'économie repart, tout va bien. Mais quand on voit dans le détail, on voit pas c'est totalement masqué cet aspect d'entreprises qui ont fermé définitivement. Et par contre, les entreprises qui ouvrent temporairement, c'est eux qui font aujourd'hui monter cette courbe totale, mais c'est très temporaire. Et donc là, on est quand même bien sur un signal fort d'entreprises, de services à la personne qui aujourd'hui sont à l'arrêt définitivement et donc ça veut dire qu'on ne retrouvera pas quoi qu'il arrive le niveau d'activité d'avant-crise. Même si derrière on a des injections, même si derrière l'État aide certaines entreprises, c'est faillite définitive, c'est des emplois en moins, c'est de l'activité en moins et ça quoi qu'il arrive, on aura ça en moins dans les prochains trimestres. Mais le paradoxe, c'est que les Américains, les ménages américains, pris globalement bien évidemment, n'ont jamais été aussi riches à en croire la Fed. Oui, alors c'est ça le paradoxe parce que, alors merci aux politiques budgétaires qui ont quand même beaucoup amorti le choc, merci à la bonne orientation des marchés, mais quand on regarde aujourd'hui le revenu disponible des ménages américains, eh ben, on est sur un revenu disponible supérieur à celui d'avant-crise. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les ménages finalement ils ont plus à dépenser et ils le dépensent. Donc ils ont pas subi les effets de cette crise. On peut pas dire aujourd'hui qu'on a un impact négatif sur le revenu des ménages. Et puis derrière leur bilan en tant que tel n'est pas affecté encore par la crise, puisqu'on a une hausse de leur richesse nette. Alors, merci à la bourse, merci de la bonne orientation de la bourse, mais aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il y ait un effet, entre guillemets, richesse, vous savez, cette crainte que leur patrimoine fonde et que ça pénalise leur consommation. On n'est pas du tout dans ce cadre-là. Au contraire, aujourd'hui, les prix de l'immobilier sont orientés à la hausse, la bourse est en hausse, leur fonds de pension, leur fonds de retraite est en train d'être réévalué avec une bonne orientation. Donc, c'est des vrais éléments de soutien à la consommation et au moral des ménages. Donc on peut vraiment considérer que globalement, encore une fois, les ménages américains ont plutôt bénéficié de toutes les mesures apportées et de la réappréciation boursière. Oui, évidemment, parce qu'aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est qu'ils dépensent même plus qu'avant la crise. Donc, ça veut dire que clairement, il y a une partie de la consommation vers laquelle on s'est porté. Alors, j'ai pas été visiter Paris, mais par contre, j'ai peut-être acheté plus pour embellir ma maison. J'ai acheté une nouvelle voiture. Donc, il y a bien cet effet vase communicant qui fait que globalement, pour l'ensemble de l'économie, on n'est pas sur quelque chose de négatif. Mais par contre, il y a sûrement des changements de comportement de consommation. Mais si je reviens aux chiffres dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire les pertes définitives d'emploi, cette vision un peu idyllique ne va pas durer. Non, clairement, parce qu'aujourd'hui, on est quand même sur des gens qui perdent définitivement leur emploi. Alors certes, vous avez des gens qui ne sont pas atteints, qui ont peut-être même épargné durant la période de confinement, qui ont leur emploi qui est stable, voire des hausses de salaire. Mais face à ça, vous avez des gens qui ont perdu leur emploi définitivement, qui sont dans des secteurs qui sont délaissés, peut-être durablement, on verra. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, travailler dans les services à la personne, quand vous avez on est très loin d'avoir réglé le problème de l'épidémie, on est peut-être sur des fermetures durables. Et donc ces gens-là, par contre, vont vraiment connaître une baisse de leurs revenus. Donc les chiffres macro masquent véritablement vraiment un écart entre des gens qui s'en sortent plutôt bien, qui ont plutôt des hausses de revenus, et des gens qui par contre vont tomber, alors je vais peut-être prendre un mot fort, mais peut-être même dans la pauvreté, parce qu'on voit qu'au plus aux États-Unis, toutes les mesures de soutien ont été temporaires, et donc en retirant ces mesures de soutien, on aura forcément là une forte baisse du revenu de certains ménages américains. Mais je lisais un de vos papiers récents où vous semblez considérer qu'en Europe, où la progression dans la zone euro du chômage a été relativement limitée,
on a sans doute mangé notre pain blanc et on doit se préparer à des jours assez sombres du côté de l'emploi. C'est aussi vrai en Europe, hein. On peut faire le même constat parce que très clairement, on va avoir des personnes qui sont peut-être qualifiées, mais qui sont dans des secteurs qui sont durablement sinistrés. Si je vous dis que vous êtes cadre dans l'hôtellerie, eh ben vous n'avez pas demain de devenir cadre chez Google ou dans une société informatique. Donc il y a un vrai problème de déclassement d'une partie des professions. Alors vous pourrez me dire, oui, mais si on a un vaccin, ça va repartir. Non, on ne va pas repartir comme ça du jour au lendemain. Et on est minimum sur l'année 2021 avec quand même un vrai coup de frein pour certains secteurs qui ne vont pas redémarrer du jour au lendemain. On voit très clairement dans l'aéronautique, on ne redémarrera pas au mieux à la normale au début de 2022. Donc tout ça fait qu'on va avoir très clairement des personnes qui sont durablement au chômage, qu'il va peut-être falloir requalifier, former pour d'autres métiers, où là il y a de la demande. Mais ça c'est un coût. C'est un coût très clairement en termes de croissance et un coût social, puisqu'on est sur un déclassement d'une partie de la population active qui doit s'adapter au changement de l'économie. J'en reviens aux entreprises. Durant la crise, elles se sont énormément endettées pour survivre. À vos yeux, je le sais parce que je vous ai lu, vous estimez qu'il s'agit d'une mauvaise dette, certes indispensable, mais mauvaise parce qu'elle va peser sur la rentabilité des entreprises. Oui, parce que c'est pas ce qu'il faut bien comprendre, c'est pas mauvais de s'endetter en soi. Si je m'endette pour acheter une nouvelle machine qui va produire plus de biens ou qui va permettre d'accroître mon chiffre d'affaires, c'est une bonne dette entre guillemets, c'est-à-dire que c'est une dette qui génère de la croissance, qui sera très facile derrière de rembourser ma dette parce que j'ai eu plus de croissance, plus de chiffre d'affaires. Là, c'est une dette pour apporter de la trésorerie aux entreprises pour faire face aux chocs que l'on a connus, mais ce n'est pas une dette qui sert à l'investissement, qui sert à la croissance de demain. Donc on alourdit, on dégrade les bilans des entreprises, on a bien une hausse des ratios d'endettement, et ça va être un vrai frein à la capacité demain d'investir plus. Donc demain, faire plus de croissance. Et donc ça, c'est un vrai élément, c'est de la mauvaise dette en soi. C'est pour ça que les banquiers centraux n'ont pas peur avec cette dette, ils n'ont pas peur de la monétiser, parce qu'ils disent que ce n'est pas de la dette qui crée des tensions inflationnistes, c'est de la dette qui aujourd'hui pèse sur les bilans des sociétés et qui hypothèque le potentiel de croissance des sociétés à l'avenir. Alors, illustration de l'envolée de cette dette avec ce graphique. Donc, on a le poids de la dette sur la valeur ajoutée et c'est l'échelle de gauche. Donc, on voit qu'il y a eu une envolée, c'est la courbe. Et puis, on a le taux de croissance de la dette. Et là, c'est l'échelle de droite et on voit qu'on est au-delà des 15% aujourd'hui aux États-Unis. C'est totalement ça. C'est-à-dire que ça, c'est vraiment l'accumulation de cette mauvaise dette qui hypothèque la croissance à venir. Donc, il faut bien voir ça comme un élément négatif sur les perspectives de croissance, sur la capacité des entreprises demain à créer de la croissance. Alors, on en vient au second point, parce que là, vous dressez un tableau assez sombre, assez morose pour le moins. Et vous dites, bon, il faut oublier les politiques monétaires, alors qu'on sait que les banques centrales sont particulièrement prodigues et au soutien, et il faut se focaliser, en tant qu'investisseur, sur les politiques budgétaires. Oui, parce qu'on voit qu'aujourd'hui, face à ça, ce que je viens de vous décrire, c'est des ménages qui tout va bien, mais qui sont quand même proches de la falaise. On a de l'autre côté des entreprises qui ont quand même eu un choc très, très fort sur leur bilan. Donc on se dit, on ne va pas repartir comme ça. On est vraiment sur un niveau d'activité qui est beaucoup plus bas qu'avant la crise. Donc derrière, on peut espérer que l'État compense ça. L'État a la capacité de s'endetter. Alors grâce aux politiques monétaires, on maintient des taux d'intérêt particulièrement bas, nominaux et réels. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, très clairement, il n'y aura pas de défaut des États malgré une très forte hausse de l'endettement parce qu'on permet aux États de se financer à des taux d'intérêt très très bas, exceptionnellement bas. Donc on dit aux États, endettez-vous pour compenser cette faiblesse de la demande et pour relancer l'économie, revenir sur des niveaux d'activité d'avant. Donc, ils ont fait le job, les banquiers centraux. Alors, ils peuvent faire plus, peut-être, mais globalement, ils ont fait le job. Ils maintiennent les taux d'intérêt le plus bas possible. Alors, s'il y a des tensions sur les taux longs, ils interviendraient plus massivement, mais c'est fait. Aujourd'hui, le discours est clair. On financera les États. Mais c'est aux États maintenant de relancer la croissance. Donc, toute la problématique qu'on va avoir pour l'année prochaine, c'est quelles mesures on va mettre budgétaires et est-ce qu'elles seront efficaces ? Et c'est ça la clé aujourd'hui de l'interrogation. C'est-à-dire, est-ce que ces mesures pour l'année prochaine seront suffisantes pour compenser finalement la faiblesse de la demande ? Et puis derrière cette intervention des États, c'est forcément un choix de type de croissance. C'est un choix finalement, si j'investis dans les infrastructures, ça ne sera pas le même impact économique pour le secteur aérien que pour le secteur de la construction. Donc il y a derrière aussi des choix sectoriels qui sont enclenchés derrière ces politiques et ces plans de relance.
Et on peut d'ailleurs se demander si l'impact de ces politiques budgétaires sera aussi fort que par le passé, puisque l'on a des populations vieillissantes. Or, on sait qu'une relance, par exemple, de 1% du PIB va produire beaucoup plus d'effets avec une population jeune qu'avec une population âgée. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle l'effet multiplicateur, c'est-à-dire que quand j'injecte 100 euros dans l'économie, est-ce que je crée 110 euros de croissance ou est-ce que j'en crée que 90 ou 80? Et c'est vrai que c'est une étude qu'a fait le FMI, on s'aperçoit, et ça explique en grande partie l'échec des différents plans au Japon, on s'aperçoit que c'est beaucoup moins efficace une politique de relance budgétaire dans une économie vieillissante que dans une économie qui est plutôt jeune, parce qu'on voit que les jeunes ont plus peut-être de propension à consommer, on a une réactivité de l'économie qui est plus grande, et donc ça c'est un vrai problème dans des pays développés qui ont déjà des contraintes démographiques très fortes qui pèsent sur le dynamisme de la croissance. Donc il faudra regarder le contenu des politiques budgétaires et voir de quelle manière elles vont avoir un impact positif sur l'activité économique. Oui, sachant qu'on est sur des mesures parfois contradictoires entre des réformes de court terme structurelles, enfin des réformes à très court terme de relance de la demande ou des réformes structurelles. Donc là aussi, on sera sur des impacts très différents selon les pays. Et selon les secteurs aussi, et c'est sans doute ce qu'il faudra surveiller. L'autre point auquel il faudra faire attention, selon vous, c'est l'inflation. Vous la voyez vraiment repartir ? Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette crise, elle est inflationniste. Alors, dans un premier temps, elle est forcément déflationniste. Quand vous avez une chute de la demande très violente, ça vous fait chuter les billets, les billets des aériens, par exemple. Donc, c'est évident, il y a une chute de la demande. Mais après, derrière, quand on repart, quand on relance l'économie, eh ben, vous avez des coûts sanitaires, vous avez forcément des problèmes de productivité au travail, donc des hausses de coûts des matières premières, des contraintes d'approvisionnement. On sait que le commerce mondial a été très perturbé avec des ruptures d'approvisionnement. Donc finalement aujourd'hui, c'est un choc sur les coûts des entreprises. Donc toute la question aujourd'hui est de savoir, ce choc sur les coûts de production, est-ce qu'il se voit sur mes bénéfices ? Donc je ne peux pas relever mes prix de vente et j'ai mes bénéfices qui vont s'effondrer, c'est pas bon pour l'activité et l'investissement à venir. Ou alors est-ce qu'ils vont se voir dans mes prix ? Finalement je n'ai pas le choix, je suis étranglé, j'ai mes coûts de production qui augmentent, je ne vais pas vendre à perte et là je relève mes prix. Et là ce qu'on a un risque, on a un vrai risque, surtout dans certains pays plus que d'autres, je pense notamment aux États-Unis plus qu'à l'Europe, mais on a un vrai risque aujourd'hui d'avoir une inflation qui reparte un petit peu sur la fin d'année avec des ruptures d'approvisionnement, avec peut-être des commerçants qui seront moins incités à faire des promotions pour les fêtes de Noël et donc ça se traduira par une inflation un peu plus forte. Donc attention à ça, n'oubliez pas, le principal impact de cette crise, c'est quand même une hausse des coûts pour les entreprises et ça doit bien se voir quelque part. Et cette inflation, en plus, rognera le pouvoir d'achat des ménages, parce qu'on ne peut pas imaginer de fortes hausses de salaire globalement. Globalement, ça jouera forcément sur la capacité des ménages de dépenser. Et c'est vrai que si vous êtes dans des situations de pénurie de certains biens, tout de suite, on voit que ça pèse sur la capacité des ménages à acheter et à consommer certains biens. Vous dites également, Christian, qu'il faut oublier donc le monde d'avant Covid. Vous voulez dire quoi ? C'est-à-dire que grosso modo, c'est un accélérateur cette crise, mais je pense qu'il ne faut pas croire qu'on va rester comme ça sans réaction à long terme et à moyen terme des agents économiques. Alors, premier point, il me paraît évident, plan de relance, ça veut dire un rôle plus important de l'État dans l'économie. Ça veut dire que l'État va insuffler la croissance dans les prochaines années. Et ça, c'est un rôle manifeste, important de la politique budgétaire qui est remis en avant avec cette aide de la politique monétaire. Mais qu'on en pense que l'on veut, ça va être aujourd'hui l'impulsion. Donc un poids des États beaucoup plus important. Pour les entreprises, c'est un vrai changement parce qu'aujourd'hui, les entreprises, avant, c'était relativement simple. Il fallait maximiser le bénéfice par action. C'était une équation assez simple. On faisait tout, alors quitte à mettre la pression sur ses fournisseurs, à restructurer. Là, aujourd'hui, on a des contraintes qui sont des contraintes ESG, des normes en termes d'environnement. On leur met aussi des contraintes en termes de sécurisation de l'approvisionnement. C'est fini. Maintenant, je ne vais pas choisir forcément mon fournisseur parce qu'il est moins cher. Je vais regarder, est-ce qu'il peut m'approvisionner dans les temps? Est-ce que j'ai un risque qu'il fasse faillite? Donc, on voit qu'il y a un ensemble de contraintes aujourd'hui qui est en train de s'instituer sur les entreprises qui vont vraiment limiter durablement la croissance des profits des entreprises. Donc, on est peut-être sur des changements comme ça, un peu plus structurels, une régionalisation du commerce mondial qui va se montrer. Donc je pense qu'il faut penser, on n'est pas sur quelque chose qui est passager, c'est un vrai choc. Alors peut-être un accélérateur, mais on voit qu'on est dans les changements de comportement, de consommation, d'entreprise, d'optimisation des profits. Et donc ça va laisser des traces dans l'économie mondiale, sur la croissance des marges bénéficiaires. Et donc on ne peut pas dire que dans un an, on aura tout effacé et qu'on sera revenu à l'identique comme
si rien n'était. Bon, si je résume, les perspectives économiques sont plutôt à prendre avec des pincettes puisque vous attendez à une montée du chômage, une montée des faillites avec une hausse des coûts pour les entreprises qu'elles ne pourront pas forcément répercuter. Donc dans ce contexte-là, est-ce que vraiment il faut privilégier les actions? Alors clairement, théoriquement, non. La réponse est non. On ne va surtout pas sur les actions quand on a des perspectives d'activité mitigées et ces éléments-là. Alors c'est peut-être l'inflation, ça c'est plutôt porteur pour les actions, mais globalement la réponse est non. Le problème c'est que on a un jeu qui est un peu biaisé aujourd'hui, qui est biaisé clairement par les banques centrales, qui nous ont retiré de l'actif sans risque. On ne peut plus investir sur les obligations d'État. Alors, vous pouvez investir, mais vous êtes sûr de perdre de l'argent aujourd'hui. C'est ça le problème. Alors, je parle nominal ou même en termes réels lorsqu'on retranche l'inflation. Donc, globalement, vous perdez de l'argent si vous ne prenez pas de risque. Donc, vous êtes obligé de prendre du risque. Et c'est vrai que le marché action aujourd'hui est un marché, entre guillemets, porteur, entre guillemets, mais un peu un choix par défaut. On n'a pas le choix. On va vers cette classe d'actifs un peu par défaut, mais ça rend très complexe cet investissement action parce qu'on y va à reculons. Et donc, on est obligé de chercher dans les actions ce qui est le moins risqué. Forcément, on fait un choix par défaut, pas par appétit du risque, parce qu'on y croit, parce qu'on pense qu'il va y avoir une forte croissance des profits, mais parce que on se dit finalement par défaut, quel est l'endroit où je peux placer mon argent, là où je perdrais peut-être le moins d'argent, ou au mieux où j'aurais l'espoir quand même d'avoir une petite croissance de mon épargne. Et dans quel endroit alors on risque le moins? Alors, on risque le moins aujourd'hui dans les sociétés dites défensives, qui sont très chères. C'est ça tout le problème. C'est que les investisseurs ont plutôt bien raisonné. Je dirais qu'on a du mal à comprendre le niveau des indices boursiers, mais quand on regarde dans le détail, secteur par secteur, on s'aperçoit que les marchés sont très logiques, sont très cohérents. C'est-à-dire qu'on a été vers les valeurs technologiques, mais c'est vrai que ce sont celles qui ont le plus profité de cette crise. Donc, on ne peut pas dire que c'est une aberration. On le paye très cher, mais finalement, c'est pas une aberration. Donc, la vraie question aujourd'hui, c'est conserver, acheter des valeurs chères, alors c'est peut-être dur de dire ça, mais aller vers la sécurité, aller vers là où c'est solide, parce qu'on va avoir des dégradations. Il faudra revenir sur des valeurs qui sont aujourd'hui très décotées, qui sont délaissées, mais seulement quand on aura un signal très fort de l'économie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, rejouer l'aéronautique, rejouer les transports aériens, faut que vous ayez derrière l'économie qui vous donne un signal de redémarrage. Alors vous pouvez le jouer peut-être en spéculant, en disant il y aura un vaccin, mais c'est de la spéculation, c'est pas vraiment des choses costauds aujourd'hui. Là, pour l'instant, on est sur des choses en dur qui sont une dégradation de l'économie. Donc il faut aller forcément sur des secteurs qui sont chers mais qui sont les plus défensifs. Donc si je résume les secteurs sur lesquels vous êtes à l'achat, c'est la technologie, alimentation et boissons, santé, biens de consommation, distribution et utilities. Oui. Les plus défensifs qu'on a aujourd'hui, très clairement, on aurait pu mettre le luxe si c'était dans les grands indices, mais c'est vrai que ça fait partie des secteurs aujourd'hui qui nous ont montré qu'ils résistaient plus ou moins quand même à cette crise, beaucoup plus que d'autres secteurs qui sont aujourd'hui dans une situation très difficile. Alors, on a évoqué les obligations. Si je vous comprends bien, en fait, ceux qui vont payer, ce sont les détenteurs obligataires. Très clairement. C'est-à-dire que quand vous lisez aujourd'hui le discours des banquiers centraux, c'est « je maintiens les taux d'intérêt le plus bas possible », voire des taux réels négatifs. Donc pourquoi négatifs? Parce que ça permet aux États de ne pas faire faillite sur leurs dettes. Aujourd'hui, quand vous avez un ratio d'endettement qui est en train d'exploser, la seule façon de ne pas faire faillite, c'est que la charge d'intérêt diminue par des taux d'intérêt négatifs. Donc c'est ce qui est en train de jouer. Alors surtout, ce qui est important, c'est que cette situation, elle n'est pas que d'1 an. Elle va vraiment durer durablement, parce que si dans 1 an tout va bien, que l'économie redémarre et puis que derrière je remonte les taux d'intérêt et que j'interviens plus sur les marchés obligataires, là on va avoir les États qui vont être écrasés, ils vont être étranglés. Donc ça veut dire qu'on est vraiment dans un discours à long terme, vous n'avez plus rien à gagner sur le marché obligataire. Donc ça, c'est un vrai élément à prendre en compte. On est obligé de délaisser les obligations, sinon on va perdre de l'argent en termes réels. Mais est-ce que vous dites en substance aux détenteurs de fonds euros qu'il ferait bien de considérer d'investir dans autre chose? Quelque part, à terme, alors c'est pas encore vrai parce qu'aujourd'hui il y a des plus-values latentes et donc on a encore un rendement, mais c'est vrai qu'à terme, on risque d'avoir des rendements qui seront proches de zéro, voire légèrement négatifs. Alors après frais de gestion, ça pourrait être même négatif, donc ça veut dire que vous n'êtes pas assuré d'avoir derrière véritablement une garantie en capital. Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut faire un arbitrage très clairement, aller vers, on est obligé de prendre du risque et on est obligé, surtout dans une optique à moyen terme, aller un peu plus sur les actions pour véritablement avoir un peu plus de rendement sur son épargne et surtout pouvoir transférer finalement cette consommation dans le temps. On le fera qu'en prenant plus de risques. Des liquidités, il ne faut pas trop en avoir dans ce contexte-là non plus?
Bah, liquidité aujourd'hui, on va dire, alors pour un investisseur, une monnaie, un SCAV monétaire, hein, vous perdez de l'argent, donc vous êtes sur une perte. Donc là, vous êtes, à moins que vous pensiez véritablement que c'est la catastrophe, mais c'est quand même pas la catastrophe, c'est pas une situation de crise majeure. Donc aujourd'hui, tout ce qui est liquidité, forcément, on peut pas rester, ça vous coûte de l'argent de ne rien faire. Mais aujourd'hui, les investisseurs ne vous suivent pas, ils conservent leur liquidité. Ils conservent encore une grosse part de liquidité, mais ça pèse sur la rentabilité de leur fonds, forcément. Géographiquement, encore une fois, si je vous suis correctement, il faut aller sur les États-Unis, puisque c'est l'un des royaumes de la technologie. Il y a le secteur technologique, c'est vrai qu'il y a un problème de déformation des indices. Il y a le fait que le marché américain, c'est quand même un marché très liquide. Et aujourd'hui, on voit très clairement, on n'en a pas parlé, mais il y a vraiment des sorties de capitaux des émergents vers la bourse américaine. Et ils vont pas ils vont vers les États-Unis, pas vers l'Europe, hein, on le voit très clairement. On a des flux donc qui nourrissent la hausse de la bourse américaine. On est quand même, franchement, prenez ces dernières années, quoi que vous pensiez, quoi que vous fassiez, on est sur une surperformance de la bourse américaine par la structure de ces indices, par aussi l'appétit qu'ont les investisseurs internationaux pour ce marché très large et très liquide. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, naturellement, les États-Unis sont appelés à surperformer, à mon avis, durablement encore les actions européennes, même si elles sont beaucoup moins chères que les actions américaines. Et les actions européennes, justement, on en fait quoi alors? Faut en avoir, faut en avoir. Hein. Je dis pas qu'il faut mettre à zéro, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les actions européennes, on le voit, hein, elles ont du mal à performer. On le voit aussi, il y a quand même un impact à court terme là qui est beaucoup plus fort sur l'Europe que sur les États-Unis. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on est clairement dans une sous-performance. Mais derrière, hein, après c'est pas le même risque, hein, parce que si vous investissez tous sur les technologies américaines, vous avez un risque de change, vous avez un risque de volatilité de ces valeurs. Donc c'est pas le même risque non plus. Donc vous pouvez avoir des actions européennes, mais c'est vrai qu'aujourd'hui le marché américain reste le plus attrayant et après on peut aussi diversifier son portefeuille avec des actions européennes. Malheureusement, les bonnes actions européennes sont très chères comme celle du luxe par exemple. Alors quand on a parlé de l'obligataire, on a parlé de l'obligataire souverain en fait. Est-ce qu'il faut se porter sur l'obligataire corporate, c'est-à-dire l'obligataire d'entreprise, pour essayer de trouver un peu de rendement? Alors c'est vrai qu'on a un petit supplément de rendement, mais avec beaucoup plus de risques. Alors, tout dépend après jusqu'où vous pouvez prendre du risque. Si vous prenez les obligations des entreprises les moins bien notées, hein, celles qui sont les plus à risque, vous prenez un risque quand même de défaut. Et ça coûte très cher parce que quand vous avez peu de rendement sur votre portefeuille et puis vous avez un défaut, là, vous plombez véritablement la rentabilité de l'ensemble de votre portefeuille. Donc oui, c'est une alternative d'avoir des obligations d'entreprise. C'est pas une grosse alternative, c'est-à-dire que vous n'avez pas beaucoup plus de rendement que les taux d'État. Mais aujourd'hui, tout le monde va vers ces obligations d'entreprise parce que les taux d'État ne rapportent rien et puis on a véritablement les banquiers centraux qui nous ont retiré ce papier-là. Donc on va vers ce type de placement. Si vous voulez avoir de l'obligataire, vaut mieux être dans l'obligataire d'entreprise que de l'obligataire d'État. Mais attention, pas prendre trop de risques, pas prendre les valeurs les plus risquées parce que les banquiers centraux, ils ont beau nous injecter des liquidités, ils ont beau nous maintenir les taux bas, ils nous enlèvent pas le risque économique. Et derrière, quand vous choisissez une mauvaise obligation et que vous avez une entreprise qui fait faillite, vous avez bien votre perte. Donc, ne pas prendre le plus risqué. Je dirais que si vous voulez vraiment prendre du risque, n'allez pas sur l'obligataire, mais plutôt sur les actions et les actions de bonne qualité. Là, voilà. En tout cas, c'est un choix, mais en tout cas, je pense qu'aujourd'hui, le risque est tellement mal payé sur l'obligataire que n'allez pas sur les obligations les moins bien notées. Et je retiens votre phrase, les banquiers centraux notent pas le risque économique et ça, c'est quelque chose à avoir en tête. Christian, merci beaucoup pour ce panorama très riche et on a bien compris, finalement, par défaut, les actions, selon vous, restent aujourd'hui à privilégier dans un portefeuille. Christian, merci. Merci.